Française, Français, le général de Gaulle est mort. Le lundi 9 novembre 1970, Charles de Gaulle décède dans sa résidence de Colombey-les-Deux-Églises, à quelques jours de son 80e anniversaire et tandis qu'il rédigeait ses mémoires d'espoir. Le général, qui ne souhaitait pas d'obsèques nationales, est enterré le 12 novembre en toute intimité. De quelle façon les Françaises et les Français sont-ils touchés par la disparition d'un homme qu'ils avaient décidé d'éloigner du pouvoir plus d'un an plus tôt, lui signifiant leur lassitude ? Les réponses à ces questions se trouvent dans plusieurs cartons gris, fermés par un ruban et conservés précieusement dans les caves de la Fondation Charles de Gaulle. Imprégnés d'une vieille odeur de papier, des milliers de lettres de condoléances, de cartes illustrées, de poèmes, de dessins d'enfants, tous adressés à Yvonne de Gaulle, restée seule à Colombey-les-Deux-Églises, reposent là et témoignent à jamais. L'ensemble de ces courriers ont été analysés et en partie publiés par Frédéric Neudufour dans le livre La France pleure de Gaulle aux éditions de La Nuée Bleue. Retrouvez-nous pour une série de 10 épisodes avec la collaboration de Radio Judaïka Strasbourg et le soutien de la région Grand Est. Les personnes qui s'adressent à Madame de Gaulle au lendemain du 9 novembre sont d'origine très variée, un peu comme la foule dans le métro aux heures de pointe, selon l'expression inventée en son temps par André Malraux pour décrire le rassemblement du peuple français. Les signataires se répartissent sur toute la planète, même si la France métropolitaine occupe la plus grande part. De même, tous les milieux sociaux sont représentés. Certains sont proches de celui de Charles de Gaulle, les officiers, sous-officiers ou anciens combattants de la Résistance et de la France libre, qui se signalent tout particulièrement. Un Parisien énonce sur sa carte de condoléances ce que fut sa Seconde Guerre mondiale. Ancien membre de combat, chevalier de la Légion d'honneur à titre militaire, croix de guerre 39-45, médaille de la Résistance, médaille des évadés, médaille des engagés volontaires. Un autre, lui, rappelle à Yvonne de Gaulle qu'il est un ancien capitaine des maquis d'Auvergne, chevalier de la Légion d'honneur à l'âge de 25 ans, croix de guerre avec palme, médaille de la Résistance, croix du combattant volontaire. Parmi tant d'autres, relevons encore un ancien adjudant-chef pilote de l'armée de l'air et ancien de la France combattante, ou encore un ancien militaire, sous-officier et fonctionnaire retraité de la préfecture de Paris, ou enfin une petite fille d'un éminent général, fille d'officier, sœur d'un héros tombé en 1918, et maman de 2 fils, l'un engagé dans la 2e DB, l'autre la guerre d'Algérie. L'engagement de ces individus à défendre la France aux heures les plus sombres les fait se sentir proches du défunt. Quelques militaires étrangers se joignent à l'hommage comme un ancien chef d'escadrille à la Royal Air Force. En dehors des militaires, toutes les catégories socio-professionnelles sont représentées. C'est un fait, les rédacteurs mettent un point d'honneur à se situer socialement et à raconter brièvement leur histoire. Ils veulent qu'Yvonne de Gaulle sache qui ils sont. C'est également le signe d'une époque de quasi plein emploi où la promotion sociale reste possible. Les classes supérieures sont là, avec par exemple un ingénieur des arts et manufactures, conseiller du commerce extérieur, président du tribunal de commerce du Puy, un docteur en sciences ou encore un compositeur, inspecteur principal de la musique. On compte également un bon nombre d'enseignants, tels une professeure d'éducation physique à Viroflay, un instituteur à Torigar au Dahomey, un professeur de lettres au lycée de Garoua au Cameroun,
ou un professeur honoraire au Conservatoire national de musique. Le développement économique des Trente Glorieuses a stimulé l'apparition de nouvelles professions, qui se signalent, elles aussi, auprès d'Yvonne. Parmi elles, relevons un transmétéo à l'aéroport de Tunis-Carthage, un ouvrier dans une centrale atomique, une sténodactylo-mécanographe comptable et une petite sténodactylo-correspondancière en chômage. Il côtoie d'autres métiers plus traditionnels, tels celui de sous-chef de gare à Paris-Est ou d'agent SNCF travaillant à la gare Saint-Lazare. On relève un très grand nombre de concierges, un coiffeur de métier, un contrôleur des douanes, une ancienne blanchisseuse de l'hôpital Maillot à Alger-Bab el-Oued. Comme toujours, certains auteurs se distinguent par l'originalité de leur parcours professionnel. Un homme se présente comme peintre de légende. Il est, explique-t-il, un simple peintre en bâtiment, devenu à la suite de revers familiaux, puis à la suite également de plusieurs interventions chirurgicales, artiste, peintre et poète. Un trait commun frappant est la propension des auteurs à revendiquer la modestie de leur milieu, pour mieux souligner le contraste qu'elle produit avec la grandeur prêtée aux défunts. Une lettre est à cet égard typique. Petite parmi les plus petites, comment parler d'un grand homme parmi les plus grands, comme l'a dit Nixon ? Comme elle, beaucoup de gens insistent sur leur humilité, leur modestie, leur simplicité, telle cette veuve d'un bien modeste cordonnier qui aimait tant le général, cette pauvre paysanne de l'Ariège, ce tout petit cheminot qui n'a pas été longtemps à l'école, un simple cordonnier, une simple famille, une humble aide-bibliothécaire au cercle naval de Toulon, une humble petite personne marocaine de Casablanca ou une simple collégienne de Champigny-sur-Marne. Une Belge remporte la palme de l'humilité. Chère madame, je ne suis rien, une simple ouvrière pensionnée, mais je ne puis résister au désir de vous présenter mes sincères condoléances. Certaines lettres témoignent de la très grande précarité sociale de leurs auteurs. Ils n'en sont pas moins désireux de dire leur sollicitude. Chère la plus grande dame de France, j'ai beau être très pauvre, avoir un mari handicapé et vivre dans une cave sans eau, gaz, électricité, j'ai grand chagrin de votre perte. Un homme aveugle et sans domicile adresse ce message de fidélité exemplaire. J'ai fait il y a quelques jours le voyage Paris-Colombey à pied. Je souhaiterais que cette lettre vous soit remise, car c'est sans arrière-pensée et avec toute la simplicité d'un garçon loyal et honnête qui n'a aucun domicile, mais qui a toujours respecté la loi et en toute sincérité qui vous a toujours aimé tous les deux. Je dors sous le pont de l'Alma et une brave concierge me garde mon courrier. Aussi, recevez, Madame la Générale, un tout petit mot supplémentaire. Je suis presque aveugle. Je compte sur votre réponse très simple. Je ne vois qu'à vous remercier en vous présentant mes condoléances. Certaines lettres sont touchantes par leur dénuement. Les uns s'excusent pour la mauvaise qualité du papier. Veuillez m'excuser tout d'abord d'user du papier rayé. Ce n'est pas tout à fait indiqué pour la circonstance, mais je suis très prise en ce moment, et je n'ai pas eu le temps d'en acheter d'autres. Ce soir, dans le calme de ma loge, car je suis concierge, il est presque minuit. Mais je ne veux pas me coucher avant de vous avoir écrit. Les autres préviennent que leur orthographe est défectueuse. Je vous prie de bien vouloir m'excuser pour mon écriture. Je sais que je fais des fautes, mais à 9 ans, je n'allais plus en classe, j'étais domestique. Mais on voulait tellement rendre hommage au général de Gaulle que nous oublierons jamais. La plupart des correspondants se présentent toutefois comme des Français moyens. C'est une manière de se montrer comme les autres, sans distinction particulière, noyés dans la masse. L'un se qualifie de Français moyen parmi d'autres millions de Français, tandis qu'un autre signe sa lettre par la formule suivante plus grandiloquente. Un simple citoyen perdu dans la foule anonyme de ces millions de Français plongés brutalement dans la peine. En prenant la parole, ces anonymes,
Ces sans-voix, ces gens des provinces et des villes moyennes montrent qu'ils se sont sentis reconnus par Charles de Gaulle. Plusieurs d'entre eux expriment très clairement ce sentiment de proximité entre eux, le peuple, et lui, qui représentait l'élite. Nous ne sommes que d'humbles ouvriers, mais nous savons que c'était une catégorie que le général aimait. Ou encore, Tout d'abord, j'ai hésité à vous écrire, car je ne suis qu'une pauvre paysanne. Tout ce qu'il y a de plus peuple. Mais puisque c'est justement du peuple qu'a voulu être entouré le général de Gaulle, je m'enhardis à vous présenter mes très respectueuses condoléances et celles de mon fils. une autre suit un raisonnement identique. Si j'ai surmonté la timidité pour écrire cette lettre, c'est que seul le général de Gaulle a compris combien les petites gens du peuple le comprenaient et l'aimaient. Un couple de Calaisiens envoie une carte datée du 2 décembre 1970. Veuillez bien recevoir toutes nos excuses les plus sincères de ce retard, vu les circonstances de votre malheur et de votre chagrin de la perte cruelle du décès de votre époux, Monsieur le général de Gaulle, ex-président de la République française, si humain et si juste envers son pays et le monde. De la part d'une simple famille, ouvrier honorable calaisien, cité à Paris en 1965, le père le plus méritant de France avec 17 enfants. Une Parisienne écrit à son tour. J'ai à côté de moi, sur ma table, une lettre du général de Gaulle datée de mai 1969, sur laquelle j'ai posé la médaille de la Libération. Le grand chef qui se faisait une certaine idée de la France trouvait le temps de répondre personnellement à une vieille femme désolée de son départ. À côté des individus très divers qui s'adressent à Yvonne de Gaulle, s'ajoutent quasiment toutes les associations que compte le pays, à savoir des milliers. Les citer toutes requerraient un livre en soi. À elles seules, les associations d'anciens combattants nationales et départementales occupent plusieurs cartons. Côté association civile, la variété des centres d'intérêt est sans limite. Amicale des malades et anciens malades du sanatorium d'Elfaux, Association belge des pensionnés et retraités polymécaniques de Pantin, Association culturelle des jeunes d'écueillés dans l'Indre, Alliance française de Quezalteco au Guatemala, Maison de retraite russe de Cany, ou encore les étudiants en médecine du centre universitaire protestant de Montpellier. Même les associations apparemment les plus éloignées de la politique gaullienne trouvent matière à rapprochement. Le 12 novembre, le Club des jeunes amis des animaux dit ainsi sa reconnaissance. Monsieur le général avait su, il y a quelques années, élaborer une loi sur la protection des animaux domestiques. Grâce à lui, ces animaux peuvent trouver l'amitié et aussi la protection. Ce courrier fait allusion à la loi du 12 novembre 1963 qui crée le délit d'acte de cruauté envers les animaux et expose ses auteurs à des peines correctionnelles sévères. Pour finir, nous relèverons les lettres en provenance d'Alsace, une région au destin particulier qui sut reconnaître la dette qu'elle devait au général. Je n'ai jamais osé écrire au général pour lui exprimer ma profonde gratitude et mes sentiments reconnaissants. J'irai me recueillir sur la tombe du général à Colombelles et deux Églises. Nous n'oublierons jamais, non seulement l'appel du 18 juin, mais cette voix qui de Londres nous redonnait le courage de vivre, la confiance et l'espoir. Ma famille et celle de mon mari sont de tradition patriote, ayant tout abandonné en 1870 en Alsace et en Lorraine afin de rester français. Grâce au général de Gaulle, nous avons retrouvé la fierté et la dignité d'être français. Nous garderons toujours le souvenir ému du plus illustre de nos contemporains, l'homme le plus remarquable du XXe siècle. Nous ne l'oublierons pas, car c'est grâce à lui si nous avons retrouvé notre liberté. Sincèrement vôtre, signé des Lorrains qui n'oublient pas. Sachez, madame, que la Lorraine entière et moi-même ne l'oublierons jamais. Madame, permettez à une famille alsacienne de se joindre à votre grande douleur. En Alsace, plus que dans toute autre région de France, nous savons ce que nous devons à notre grand libérateur.
C'est en lui que nous mettions tout notre espoir de ne pas devoir rester sous la botte ennemie. Comme tous les Alsaciens, nous sommes très touchés par la mort subite du général. Le chef de bataillon et son épouse, profondément bouleversés par le deuil cruel que vous venez d'éprouver, et que voudraient pouvoir partager du plus profond de leur cœur tous les Alsaciens qui se souviennent de ce qu'ils doivent au général de Gaulle, vous assurent de leur filiale sympathie, de leur prière et de leur respectueux dévouement. Je ne puis m'empêcher de vous écrire toute la peine que je ressens de la mort du général. J'ai eu, moi aussi, la douleur de perdre mon mari l'année dernière, et nous venions de fêter nos 50 ans de mariage. Mon mari était un grand mutilé de la guerre 14-18, et il a été blessé en 1916, quand le général a été fait prisonnier. Mais ceci n'est pas le propos de ma lettre. Je veux simplement vous dire combien la mort du général m'a touchée, car je lui ai voué une grande reconnaissance. Je ne vous parlerai pas de son œuvre immense dont nous bénéficions, mais je n'oublie pas le service qu'il nous a rendu en 1940, quand nous avons été chassés d'Alsace. Nous habitions Paris, où la vie n'était pas facile, et le découragement était presque quotidien. Mais les paroles que le général a prononcées le 18 juin nous revenaient à l'esprit et nous redonnaient l'espoir, jusqu'au jour où, en 1945, nous sommes revenus en Alsace. Et depuis, nous n'avons rien oublié. C'est pour cela que je me permets de vous l'écrire et de vous exprimer mes sentiments de douloureuse et profonde affliction. Vous venez d'écouter La France pleure de Gaulle. Une série radiophonique de 10 épisodes, inspirée des lettres de condoléances reçues par Yvonne de Gaulle à la mort du général en novembre 1970. Une série d'émissions enregistrées dans les studios de Radio Judaïka Strasbourg et réalisée grâce au soutien de la région Grand Est. Nous tenons à remercier Frédéric Neudufour et les éditions de La Nuée Bleue, la Fondation de Gaulle ainsi que Sibylle Zach-Tréguer. À la technique, Lucas Bringou, Christopher Vac et Michael Lefebvre, avec les voix de Morgane Georges et Lionel Courteau.